strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Salut, bienvenue dans Confidence. Mon invité a un parcours hors du commun, promise à un destin incertain. Dès sa naissance, on lui diagnostique une maladie orpheline. Elle finira par réaliser son rêve, devenir chanteuse, mais chanteuse aux côtés des plus grands, comme Christophe Maé, Noël Gallagher ou encore Bono de U2, dont elle assure les premières parties. On a une belle rencontre à faire. Elle va nous raconter une histoire qui peut s'apparenter parfois à un conte de fées. Mon invité, c'est Isée. Bonjour Isée. Bonjour. Comédienne et chanteuse. Tout à fait. D'abord chanteuse, Isée ? Les deux. Les deux, vraiment les deux, Ouais, à les même deux. hauteur. Ouais. Si je te demande quelles sont les 2-3 personnalités qui ont marqué ton parcours vraiment, tu me dis quel nom ? Alors je commence par Tony Allen, Ouais. donc, qui était donc le batteur de Fela Kuti, nigérian, qui a changé ma vie. Et qui a créé l'afrobeat, c'est l'inventeur de Inventeur de l'afrobeat. l'afrobeat avec Fela Kuti. Donc voilà, on est dans les années 1960. Voilà, ils sont au Nigeria tous les deux. Et Tony vient faire une carrière bien plus tard en Europe, en fait. Ouais. Il se détache du groupe de Fela et il va avoir son propre nom. Donc en tant que batteur, c'était assez rare d'avoir son propre nom, puisque souvent ils accompagnent des chanteurs. Et lui, voilà, devient Tony Allen, qu'aujourd'hui on connaît pas mal si on est aficionados de musique. Autre nom ? Autre nom, je dirais Noël Gallagher, parce que j'ai été donc en Angleterre ensuite et j'ai rencontré complètement fortuitement Noël Gallagher qui a participé à une certaine exposition que j'ai pu avoir, que j'ai dans ce pays là-bas. Noël Gallagher, le frère de Liam Gallagher, groupe Oasis. Du groupe Oasis, Tout de complètement. Ouais. Donc ça, c'était complètement... Fou. Ouais. Et je dirais une chanteuse qui m'a beaucoup marquée, Angélique Kidjo, qui est béninoise comme moi, et dont j'ai eu l'immense honneur de chanter pour sa cérémonie de prix Nobel. Elle a eu beaucoup de prix, comme les Grammy. Ouais. Elle est internationale depuis longtemps, mais elle est venue en Suède recevoir son prix Nobel, et j'ai eu la chance de chanter une de ses chansons devant elle, et Chris Blackwell. Partie d'une des belles anecdotes que tu vas nous raconter dans ce conte de fées qui est le tien. Et dans un conte de fées, il y a du bien, il y a du moins bien aussi. On va commencer par ta naissance. Je le disais tout à l'heure, un diagnostic tombe à ta naissance. Qu'est-ce qu'on t'a raconté de cette journée ? Parce que j'ai l'impression que l'affaire était très grave. Oui, en fait, on a dit à ma maman que je ne passerais pas la barre des 3 mois. 4 mois de vie, parce que pour eux, j'avais des artères en fait, qui étaient très fines et qui rétrécissaient. Et pour remettre dans le contexte, les artères, ce sont vraiment, c'est par là que le sang passe pour nourrir les organes. Donc très rapidement, on m'enlève un rein parce qu'il ne fonctionne plus, le rein gauche. Le poumon, on n'en parle même pas, mais il est atrophié. Enfin, voilà. Pour eux, il n'y a aucune chance, étant donné que plus elles rétrécissent dans le temps, dans le très peu de temps que j'avais, plus ça pouvait toucher tous les organes, donc la vue, vraiment tout pouvait être atteint. Donc ils se sont pas posé de questions, ils se sont dit 3-4 mois. Pronostic vital engagé sur 3-4 mois. On ne te donnait pas plus de temps de vie. Non. Qu'est-ce qui fait qu'on te retrouve aujourd'hui ayant réalisé le rêve de ta vie, c'est-à-dire qu'un bébé qui part comme ça dans la vie, d'ailleurs on a une photo de toi, petite fille, on sent le bouillonnement. Elle est trop mignonne d'ailleurs cette photo, si on peut nous l'envoyer, elle est quand même magnifique. Pourquoi ce bébé il s'est battu à ce point et il est arrivé à réaliser pratiquement tous ses rêves? Déjà, je pense que ma mère, elle y est pour beaucoup. En fait, on est béninois. Qu'on le veuille ou non, c'est une culture qui est très mystique, ésotérique. Malheureusement, le vaudou a été transformé un petit peu dans sa manière d'être colporté dans le monde comme quelque chose de très mauvais, etc. Ma mère, elle est très croyante, elle n'est pas du tout dans toutes ces histoires de poupées d'aiguilles qui sont complètement, d'ailleurs, ridicules au passage. D'origine béninoise, ta maman. Béninoise, et avec une famille de femmes chanteuses aussi et guérisseuses. Donc beaucoup d'air, Et je suis à peu près sûre que ma mère
on lui dit ça, elle y croit pas déjà. Ok. Et je pense que c'est super important parce que c'est ce lien-là qui fait que si elle y croit pas, moi non plus. Donc on va vivre, quoi. Donc tu C'est grandis tout. Je avec... grandis avec tout cet héritage aussi, je pense, et de guérison aussi, Ouais. d'auto-guérison aussi. Ouais. Et vraiment, je décide aussi, je pense, de faire ce que j'aime dans la vie, ce qui est la chose la plus importante, je pense, pour pouvoir continuer sereinement. Ta vocation de chanteuse, elle arrive très très tôt, tu m'as dit. 4 ans, tu regardes la télé, qu'est-ce qui se passe? Et il y a une chanteuse Disney, alors je me rappelle plus laquelle, mais vraiment je m'approche de la télé parce que voilà, il y a un déclic quoi qui se fait et je me dis c'est ça que je veux faire, je veux être elle. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et je m'approche de la télé et bim, je prends le jus. Et ça, on s'en souvient. Et quelque part, ça a comme signé un peu un pacte entre moi et moi-même. Il n'y a pas d'option B, quoi. C'est ça. Et voilà, ça commence comme ça. Ça commence comme ça. Ouais. Et la première à te remarquer, j'allais dire, ta première rencontre professionnelle, tu l'as fait très très jeune. C'est une dame qui t'invite à venir chanter à l'église. Qui c'est cette dame? Donc, c'est Madame Robert, donc j'habite dans un immeuble en fait, où les murs sont très fins, hein, on sait tous ce que tout le monde fait. Et moi je chante et j'arrête pas de chanter, je pense que j'ai découvert ma voix et donc je réveille tout le monde tous les matins. Enfin, plus personne ne peut me voir. Hein. Le dimanche matin, je réveille tout le monde. À ce point-là, et tu chantes quoi? Je chante dans mon coussin. Alors, j'en ai aucune idée parce que vraiment, je suis toute petite. Tout ce qui passe à la radio, quoi. Je sais pas parce que je suis quand même vraiment petite, donc je chantonne juste. Moi, je chante, je me rends même pas compte. Des fois, je chante quand je dors, apparemment. Enfin, oui, d'accord. Donc c'est H24. Donc vraiment, je saoule tout le monde, je pense. Et donc dans l'immeuble, on m'entend. Et cette dame, Madame Robert, 82 ans, qui est au-dessus de chez moi, un jour vient taper à la porte. Moi, je pensais qu'elle venait m'engueuler comme tout le monde. Et elle dit mais qu'est-ce qui chante tout le temps? Et donc là, mes cousins, cousines avec qui je vivais disent c'est elle. Et elle me dit écoutez, moi j'ai un piano. Elle dit à ma tante, j'ai un piano là-haut. Est-ce que vous seriez d'accord qu'elle vienne faire des cours de chant le mercredi quand il n'y a pas école? Et contre toute attente, ma tante dit oui, parce qu'elle était assez stricte et que je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'elle réponde oui. Et ça a tout changé à ma vie, je pense, puisque d'un coup, je me retrouve devant un piano, je me retrouve à faire des cours de chant très jeune. Cette dame m'emmène à l'église, à la paroisse de Draguignan, donc main dans la main. J'ai 5 ans, elle en a 82, donc c'est assez étonnant comme image. Et je me retrouve à chanter avec toutes les petites vieilles de mon village qui disparaissent une à une, mais qui sont là. Et puis je découvre surtout l'acoustique en fait, de l'église. L'église, c'est ta première scène, quoi. Ma première scène, et puis quelle scène, puisque ça reste... là, par exemple, aujourd'hui, j'habite dans un village où l'église est toujours vide, et ça reste un endroit où je vais répéter mes chansons, etc., parce que la plus belle acoustique du monde, en fait. Ouais, et la première que tu as découverte. Ouais. Et le virus vient de là, je pense, vraiment de cette acoustique et d'entendre ces voix ensemble. Je me suis dit, mais je ne m'arrêterai jamais. Ouais. Et donc, tu ne t'es pas arrêtée. Arrêtée. Quand est-ce que ça devient une évidence que tu vas en faire un métier et quand vient l'évidence de monter à Paris? Alors, ça m'a jamais quitté, donc oui, l'évidence d'en faire mon métier, elle était installée tout de suite. Ouais. Donc il y a un petit peu ce côté répète le samedi à la paroisse, dimanche c'est la messe, c'est l'église, c'est le show. Donc j'étais déjà un petit peu dans ça. Je vais finir mes études de toute façon et j'ai commencé vraiment vers l'âge de 19, je dirais, où j'étais à la fac. À un moment donné, je me suis dit j'arrive plus à attendre, je peux plus attendre, donc j'ai continué mes cours par correspondance et il faut que j'y aille. Donc je monte à Paris avec les sous de ménage ou de mariage que j'avais fait pour payer mon billet, et littéralement je pars à Paris et je commence. Tu en fait débarques. ça commence assez rapidement. Et là, tu te dis, tout est possible. Et effectivement, tout va être possible. Première rencontre, il s'appelle Lucas. C'est ça. Qu'est-ce qu'il fait, Lucas? Lucas, on est à la Boule Noire, donc une salle assez célèbre de Paris, une salle où, en général, les artistes commencent. Et je jouais ce soir-là, j'étais juste en spectatrice. Il y avait Julien Bert, qui est le frère d'Édouard Baird, d'ailleurs, qui jouait, qui m'avait demandé de venir le voir parce qu'il y avait potentiellement... j'allais potentiellement être sa choriste. Bref, je suis au bar, Lucas passe par là et me demande ce que je fais, et je lui dis je suis chanteuse. Il me dit qu'il est ingé son de Mathieu Chédid et qu'à l'époque, donc, ils avaient un studio dans le 20e où il y avait beaucoup de jams, beaucoup de gens qui passaient par là, et les disques, en fait, les futurs disques se faisaient comme ça, en jammant, en se rencontrant. En jammant, c'est en improvisant. En improvisant de la musique. Mais moi, du coup, j'arrive vraiment de ma campagne. Il était assez fasciné par ça parce que je pense que j'arrivais
j'arrive avec une certaine fraîcheur, je connais pas le milieu, donc je suis toute naïve un peu. Et puis voilà, il me dit, mais viens, passe au studio. Et je passe, peut-être le lendemain ou le surlendemain. Et là, je me retrouve, en fait, sans le savoir, vraiment avec la crème de la crème de la chanson française, Mathieu Bogart. Il y avait Nicolas Lepas, qui est un musicien de Mathieu Chédid, des tas de Julien Bert, Voilà. enfin plein de gens. Voilà, Mathieu Chédid, par exemple. Tu vas finir par chanter avec lui. Ça va être Ils étaient en train de répéter. Ta première grande scène, on peut dire, c'est En avec fait, M. au studio, ils étaient en train de répéter pour un show qu'ils avaient la semaine d'après, dans lequel je me suis retrouvée, du coup. C'était la musicale qui était présentée sur Canal+, qui était présentée par Emma Decaune. D'accord. Où on découvrait aussi Seu Georges qui venait. Là, c'était en fait Mathieu qui invitait tous ses amis. Et ils m'ont dit, ça tombe bien, on a besoin de chœur, donc on t'embarque. Et moi, je sais pas, ça fait même pas 2 ou 3 semaines que je suis à Paris. Là, je me retrouve sur mon premier gig qui est en direct à la télé, à faire les chœurs de toute la petite crème de la chanson française, quoi. Avec Mathieu Chédid. Et là, tu te dis, ça fait à peine 3 semaines que tu es à Paris. Je parlais de conte de fées tout à l'heure. Tu te dis, je suis en train de vivre le début du conte de fées. En tout cas, je me dis, j'ai bien fait de venir, ça c'est sûr. Et puis let's go, oui. Et c'est complètement le hasard, parce que quand tu arrives à Paris, tu as quand même 1 ou 2 contacts, ou pas du tout? Non, pas vraiment. Enfin, je suis venue, en fait, je connaissais j'avais un ami du Sud qui avait une petite loge et un studio lui-même, et qui démarrait comme moi, donc assez jeune. Donc non, j'arrive sans contact réellement. C'est vraiment, ça s'est fait. Mais encore une fois, j'aime bien dire que je l'ai quand même bien manifesté, justement, de mon lit, quoi. Ouais. Moi, tout ce que j'ai vécu par la suite, je me revois très très bien me dire ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. Tu t'es rêvé. On parle de à un moment, tu t'es manifestation. programmé. Je me suis programmée, et plus que ça, je me suis vue dans ces endroits-là. Et donc, j'en parlais à un ami hier, d'ailleurs, qui est en régie là. Je lui disais, c'est plus que de rêver, c'est qu'on y est déjà. On a tellement envie d'une autre réalité, parce que moi, ma réalité enfant, c'était pas génial. Donc, je me suis tellement télétransportée dans d'autres endroits que j'y étais, et que, en fait, le jour où je m'y retrouve, c'est normal. Ouais. Qu'il n'y a même pas de « Oh mon Dieu !» Enfin, on n'a pas le temps de... Tu avais tout prévu dans ta tête, et ça va se réaliser, c'est ce qu'on va voir. Donc, Mathieu Chédid, cette émission sur Canal+. Et puis, tu vas être repéré par un artiste qui s'appelait Géraud. Alors, pour ceux qui connaissent moins, Géraud, si on devait parler de son tube, ce serait quoi? Géraud, il a fait une chanson qui a cartonné, qui s'appelle I Want Everything. Ouais. Ça faisait quoi? Je te la fais fredonner ou pas? Oh, I'm on the road tonight and every day. I want everything, 'cause I want everything. En fait, voilà, il a dit qu'il voulait tout. Et c'est assez, on va dire, bold, comme on peut dire en français. C'est assez costaud de dire quelque chose comme ça. Moi, je pense que tout ce qu'on dit dans les chansons, en fait, ça arrive. Et il a eu, alors qu'il avait une quarantaine d'années, ça faisait au moins 20 ans qu'il chantait, il a eu d'un coup tout. Donc, le carton, les victoires de la musique, les taratata, voilà. Et je voudrais qu'on s'arrête là-dessus, parce que grâce à Géraud, tu vas avoir ta première tournée de 200 dates, donc déjà ça c'est énorme, mais tu vas surtout vivre les victoires de la musique de l'intérieur. Quel souvenir il t'en reste de ces victoires de la musique? Ça se passe comment? On pensait pas, on était content d'être là, mais on pensait pas gagner. Et moi, c'est pas moi, c'est pas ma victoire, mais on a une relation avec Géraud qui est très très forte, donc et musicalement aussi, nos voix sont, enfin, au bout à un certain moment, ça crée une certaine intimité. Et oui, on était tous très soudés dans l'équipe, et on était tous très contents de vivre ça, bien sûr, et de savoir que c'était possible aussi pour lui. Donc, en effet, pour moi, éventuellement, un jour. Mais c'est pas un rêve en soi, spécifiquement. Ouais. Si jamais ça doit arriver, c'est super, les awards. Mais c'est pas... Tu cours pas après ça? Non. Moi, mes awards, ils sont... c'est personnel. Des fois, on peut avoir une maison remplie d'awards et puis ne pas s'aimer ou ne pas être fier de soi, finalement. Je le sais parce que je rencontre des gens qui ont des très, très grandes réussites et qui sont très, très tristes. Et j'envie pas ça. J'envie pas les awards.
Alors, les awards, c'est une chose, mais c'est une récompense aussi de pouvoir, quand on l'a rêvé, rencontrer les stars qui nous ont fait rêver. Bien Alors, sûr. tu n'as pas tout à fait rencontré la star qui t'a fait rêver, mais en tout cas sa famille. Mmh. Un jour, tu vas te retrouver aux côtés de la famille de Bob Marley, peu après avoir travaillé avec Géraud. Mmh. Comment ça se passe, cette rencontre? Comment elle a eu lieu? Ouais, alors ça, c'est vraiment pour la faire très rapide. Je vais répéter avec un groupe qui répète au Frigo. Les Frigos, c'est dans le 13e à Paris. C'est un lieu incroyable. Je ne sais pas si ça existe encore. Enfin voilà, quand on arrive, il y a plein de tags. Il y a plein d'ateliers. Il y a des gens qui ont des studios. Il y a des gens qui ont des ateliers de couture. Enfin, vraiment, c'est la culture dans son état brut, dans le 13e. Et puis, je suis dans un mont de charge, alors tagué, pareil, de partout vraiment. Je vais à la répète et là, il y a un grand rasta blanc, les dreads qui traînent par terre, qui me Incroyable. demande ce que je fais et je lui dis que je chante. Il me dit ah ben je peux venir voir. Je lui dis bah viens. Voilà, c'est un peu l'ambiance du truc quoi. Ok. Et il vient et Donc, puis tu sors du monde charge, il je te sors du suit. monde charge, il me suit, je l'emmène dans la répète et puis et lui il a un studio dans l'immeuble et il me dit bah, passe demain si tu veux. Donc je passe et c'est un peu une des premières fois aussi que je vois un studio aussi grand et je vois qu'il fait des featuring, des collaborations avec plein d'artistes dont Tiken Jah Fakoly, etc. Donc là on est quand même dans un certain niveau et il me présente très rapidement sa femme, ses enfants. Je vois qu'il n'y a pas d'ambiguïté parce qu'on a quand même toujours ce truc là, il faut toujours faire un petit peu attention quand on a une femme et qu'on demande Oui. de passer au studio. Hein, c'est bête, Ouais. mais je le mentionne parce que c'est un vrai Et c'est truc. prudent, absolument. Voilà. Et en fait, au bout d'un mois, il me dit, j'ai une accréditation pour toi. Je pars en Éthiopie rencontrer la famille, la fondation Marley, donc qui est représentée par Rita Marley, la femme de Bob, qui tous les ans fête son anniversaire, donc pas de sa mort, mais son anniversaire. Et ça se passe en Éthiopie. On aurait pu penser que ça se passait en Jamaïque, mais c'est pas en Éthiopie. Il y a une communauté jamaïcaine Ok. en Rasta en Ouais. Éthiopie Ok. et qui est très importante, qui a été allouée par Haïlé Sélassié, pour ceux qui connaissent. Et en fait, chaque année, ils vont à un endroit différent. Et là, c'était Addis Abeba. Donc moi, c'est la première fois en fait que je vais si loin. C'est mon premier vrai Grand voyage en Afrique aussi, parce que par rapport à ma maladie, les médecins m'interdisaient d'aller en Afrique. Et donc là, un peu contre avis médical, je décide de pas manquer cette occasion-là, j'y vais. Voilà. Et il faut dire que cette maladie que tu as, et encore aujourd'hui, Mm. ce seul poumon qui fonctionne à 74%, tu m'as dit, ce seul rein, ces artères qui se réduisent, pour le chant, ça te pose des problèmes, mais personne ne le voit. Non, Tu le pour le montres à chant, ça me personne. pose pas de problème. En fait, j'en ai jamais eu deux, donc je sais pas en fait ce que ça serait Ouais. d'en avoir deux. Mais par contre, j'ai développé une capacité, je pense, respiratoire à moi, puisque Voilà, parce qu'en termes de fatigue, on peut se dire qu'au moins là, tu es peut-être plus fatigable que quelqu'un d'autre, mais personne je crois que ne quand le on a un voit. handicap, en fait, on en fait 3 fois plus. Ouais, Et moi, je suis plutôt du genre à étaler mes notes aussi loin que je peux ouais. pour me prouver quelque chose à moi-même. Et ça fonctionne. Ouais. Donc, Qu'est-ce que tu regardes comme souvenir de ce passage avec la famille de Bob Marley? Tu as senti, je sais pas, une connexion? moi, je me suis dit, après ça, l'avion, il ne rentre pas en France. Hein. J'ai réalisé tous mes rêves d'un coup. J'étais justement dans un lit à 15 ans, en train de me dire, un jour, je chanterai avec Lauryn Hill. Et Lauryn Hill, comme elle était mariée à Ro Marley, donc un des enfants Marley, elle était là aussi. Oui. Et donc, d'un coup, je réalise non seulement de rencontrer mes chanteuses préférées, donc les High Free, les choristes de Bob Marley, Martha High, Rita Marley, et elles m'accueillent comme si j'étais des leurs. C'est-à-dire qu'en fait, c'était très étonnant. Elle me voit, et puis alors moi, je regarde derrière parce elle m'ouvre les bras, mais vraiment littéralement comme ça, bonjour. Et moi, je suis là, mais elle doit me prendre pour quelqu'un, en fait. Et non, en fait, la vibration était juste là, la fréquence était juste la même. Je pense que je ne peux pas l'expliquer. Vous avez chanté quelque chose ensemble? Lauryn Hill, en fait, se fait attraper par des journalistes à la fin d'une conférence. Et moi, je regarde ça un peu de loin et je me dis, waouh, ça, c'est quelque chose que je veux pas. Il l'attrape vraiment de manière assez violente. Et puis, elle arrive à s'extirper. Et moi, je suis à la réception en train de regarder tout ça. Et elle vient vers moi. Ouais. Donc là, moi, je parle pas vraiment anglais. Elle vient vers moi et je me dis, il y a Lauryn Hill qui vient vers moi. comment ça se passe, comment on fait? Rêve. Je me pince. C'est un rêve et puis c'est pas possible. Mais bon, il faut que j'assure, là, elle arrive. Donc, elle me dit quelque chose que je comprends pas, mais je comprends juste qu'elle veut que je vienne avec elle, avec sa manageuse et ses 4 enfants petits. Et donc, elle me dit, il y a une interview de journaliste
sur la condition de la femme africaine, est-ce que tu veux venir ? Je ne me pose pas la question de comment, pourquoi elle veut que moi je vienne. Ouais. Je me retrouve dans un couloir du Hilton Hotel à Addis Abeba, à aller dans sa chambre et avec 2 journalistes et on parle de la condition de la femme africaine. Et c'est en anglais, je ne comprends pas tout, mais il y a une vibe, on pleure toutes, on est dans une... Lauryn Hill a une aura au-delà de ce qu'elle fait en tant que musicienne. C'est quelqu'un de humainement incroyable. Et je passe les 3 heures de ma vie les plus incroyables. Elle me demande à la fin si je veux chanter quelque chose avec elle. Et tu as chanté No Woman No Cry? Non? Pas du tout. Parce que comme vous étiez en train de pleurer, je me suis dit... Pas mal. Vous avez chanté quoi? On a chanté... Elle me demande, est-ce qu'il y a une chanson à moi que tu voudrais chanter? Je lui dis, bah oui, Killing Me Softly. Et là, super déçue, elle me dit, je suis un peu déçue parce que non, c'est pas ma chanson en fait. C'est une chanson de Roberta Flack. Mais on peut la chanter. Donc, mais elle me dit, quand tu vas écouter la version de Roberta Flack, tu n'écouteras plus jamais la mienne, donc celle des Fugees. Et en effet, je suis allée découvrir Roberta Flack après et j'ai compris pourquoi elle m'a dit ça. Ouais. Mais en tout cas, on a chanté ensemble. C'était un rêve absolu parce que je me l'étais imaginé, mais là, ça arrivait. Ouais. Puis elle m'a surtout envoyé des harmonies que je n'avais jamais entendues parce qu'elle m'a laissé faire le lead. Ouais. Et elle m'a donné un cadeau que seul moi, je pense... Alors, tu sais, il y a des gens qui me parlent dans l'oreillette et j'ai Sophie qui insiste à fond pour me dire « Fais-la chanter, s'il te plaît ». À chaque fois qu'elle chante, ça nous transporte. Tu peux nous faire juste un petit extrait de ce qui s'est passé avec ce « Killing Me Softly ». Ok. Je sais, c'est sur demande. Hein, je sais que c'est pas forcément facile. Non, mais on va le faire. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song, telling my whole life with his words, killing me softly. Merci. De la magie, non mais vraiment. Allez, donc ça, c'est vraiment un rêve que tu réalises. C'est le plus grand rêve. Et puis je me dis, après ça, c'est bon. Hein, oui. là, et pourtant, c'est fini. Il y en a plein d'autres. Je me dis, c'est fini. L'avion, il revient pas à Paris. Là, on est... Parce que, mine de rien, j'ai toujours cette épée Damoclès aussi par rapport à ma maladie. Je pense beaucoup à la mort, qu'on le veuille ou non. Et elle m'accompagne beaucoup. Et à chaque fois... Et c'est pas triste. Au contraire, je me dis, il faut absolument que je vive les choses les plus incroyables. La vie. Quel que soit l'âge auquel ça va arriver, il faut que je ferme les yeux en me disant « You did it ». Tu l'as fait, tu as fait ce que tu avais envie et que tu as un sourire aux lèvres. Donc, ça commence plutôt très bien. Ouais. Et au retour en France, continue. Ça continue, parce que après avoir travaillé avec Géraud, tu vas être repéré par l'équipe de Christophe Maé. Comment ils te font venir? Comment ils t'ont repéré? Christophe Maé est complètement fan de Géraud, parce que Géraud a une voix incroyable, on le sait tous. Et il s'est dit, je veux ce qu'il a un peu, hein, c'est un peu le concept. Et on est 2 choristes, donc, et les choristes ont un son quelque part, donc à l'époque, je pense que c'était encore important. Et lui, il voulait ce son-là, comme on va prendre 2 cuivres, par exemple, qui ont un son. Tu dis à l'époque, c'était important, ça l'est moins aujourd'hui, on met moins l'accent sur les choristes aujourd'hui? Déjà, il y a moins d'accent sur les choristes, puisque souvent, malheureusement, il y a des bandes maintenant. Ouais. Donc, c'est un métier de luxe maintenant, ça devient un luxe d'avoir des choristes. Donc, alors qu'avant, on n'y pensait même pas. Les choristes, au départ, on était 3, puis on a été 2, gentiment, puis moi-même, déjà, souvent, on m'a pris seule. Ouais. Seule, c'est pas le même métier. S'attacher à la voix du lead, c'est une chose, mais s'attacher à la voix du lead plus de quelqu'un d'autre, c'est un vrai cœur. Et donc, le métier, moi, déjà, il a changé j'ai vu le truc évoluer jusqu'à ce qu'on vienne des fois me dire en studio, est-ce que tu peux enregistrer ça pour le live? Tu ne seras pas là, mais il y aura ta voix. OK. Voilà. Donc, doucement. Ah oui. D'accord. Récemment, on m'a fait faire ça. Je n'étais pas tout à fait au courant de ce qui allait se passer, mais quand je suis allée au concert, je me suis rendu compte que ma voix est sortie. Ouais. Et oui, alors que c'est quand même beaucoup plus agréable d'être sur scène. Alors là, justement, Christophe Maé va te faire venir parce qu'il veut avoir une choriste sur scène. C'est ça. Et ce sera toi. Sauf que pendant la tournée, c'est un tourbus. C'est quoi d'ailleurs l'ambiance d'un tourbus? L'ambiance d'un tourbus, c'est donc c'est 12, on appelle ça des banques. C'est un petit lieu, de la taille d'un matelas en fait. Un matelas, c'est un peu cette taille-là. Hein. Peut-être pas aussi long, mais...
un peu cette taille-là en longueur, largeur. Et voilà, on a un petit rideau, bon, sans temps gonflé, etc. etc. hein. C'est le dortoir, c'est le c'est la colonie de vacances, c'est quoi. la colonie de vacances. Il y a des petits salons, en général, devant, derrière. En général, l'artiste a peut-être une chambre plus grande, 2 places, etc. C'est assez... Franchement, c'est le rêve quand tu es musicien. Voilà, il y a des petites lumières partout. Tu sors de concert et c'est la fête qui commence, ou pas, parce qu'il y a des moments où on est fatigué, on n'a qu'une seule envie, c'est d'aller se coucher. Mais bon, ça fait la fête à côté. Donc voilà, il peut y avoir les côtés, les à côté du truc. Pas toujours mais reposant, globalement, c'est génial. C'est génial. Tu as fait combien de dates là avec Christophe Maé? Franchement, je ne sais pas, entre 200 et 400. Enfin, ça a été sur 2 ans et on était tous les soirs quasiment quelque part. Donc, tourner des zéniths. Donc là, on arrive à un certain niveau quand même de l'industrie où c'était Camus, Albert Camus, non, c'était Camus, oui, pardon, le producteur de Johnny Hallyday. Donc, on fait les premières parties de Johnny Hallyday. Donc voilà, moi, je me retrouve vraiment de passer de conditions de vie que j'ai pu avoir dans l'enfance qui n'étaient pas géniales aux premières parties aux loges de Johnny Hallyday avec du caviar, quoi. Voilà. C'est ça, caviar, parfois jet privé. Jet privé des fois pour entrer à Marseille. Est-ce que ça ne monte pas à la tête à un moment? Alors, moi, après tout ce que j'ai vécu, non. Maintenant, je ne veux pas cacher que je suis allée m'acheter 2-3 paires de bottes un peu chères parce que j'en rêvais et que je me suis dit, faut que je le fasse maintenant, on ne sait jamais ce qui arrive après. J'étais un petit peu dans ma période fashion, etc. Je me suis fait plaisir, mais par contre, j'étais pas du tout after show. Moi, je suis pas très... j'ai toujours eu un pote que je faisais venir et je m'assurais je partais en catimini, je rentrais chez moi des fois quand c'était à Paris. Je sais pas, j'ai jamais été trop... mondaine. Ouais. Pourtant, je suis dans ce milieu et je ne le rejette pas, je l'adore. Je trouve que c'est génial d'avoir, entre guillemets, des stars. Mais pour moi, la définition d'une star, c'est pas forcément quelqu'un qui est à la télé. D'ailleurs, il y a des stars dans mon quotidien qui ne sont pas connues. Et c'est pas un cliché, je le dis vraiment. Il y a des gens qui irradient quelque chose de vraiment différent. Et ce sont des stars. C'est tout. Alors, on va terminer avec Christophe Maé, parce qu'il y a une anecdote que je voudrais que tu me racontes. Tu avais 10 minutes à toi dans ce spectacle qu'on offrait à toi et à une autre choriste. Et vous étiez seul en scène à ce moment-là. Vous aviez un programme très... j'allais dire rigide, et puis un jour, tu as décidé d'assouplir un peu le truc. Tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ce jour-là? Alors, on va dire que dans le contexte, ça doit faire peut-être de 200 dates. Je suis un petit peu fatiguée du ronron, quoi. Du ronron, et puis surtout, on m'avait fait faire un solo qui était un peu Mama Africa, un peu cliché, je trouvais. Et puis parce que on a une choriste métisse et moi plus foncée, c'est tout bête, mais voilà, c'était un peu la logique que moi je fasse ça. Bref, je trouvais ça un peu trop téléphoné. Et un jour, j'ai décidé de changer les choses, chose que aujourd'hui une choriste me ferait ça dans mon show, je ne sais pas comment je le prendrais, vraiment. Vraiment? Mais je pense que j'en rigolerais parce que du coup j'ai fait la même chose. Mais je me rends compte à quel point j'étais quand même un peu rebelle, effrontée, rebelle un peu dans le truc, et puis pas peur, quoi. Et parce que c'est millimétré, un show comme millimétré, c'est millimétré. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. La douche de lumière, tu vas à gauche, c'est comme ça, tu vas à droite. Tout le monde sait ce qu'il a à faire. Et puis on est sur une échelle, 15 000 personnes par soir. Donc on peut pas trop laisser aller les choses comme ça. Tu peux pas tout changer. Mais bon, moi, je crée parce que je suis créatrice en fait quand même depuis longtemps. Donc c'est vrai qu'il y a ce truc entre la choriste qui vient s'accoler à l'artiste et puis quand tu as une âme de créatrice quelque part, il y a de la frustration au bout d'un moment, je pense. Et donc je crée une mélodie vraiment dans mes loges et je me dis ce soir je pars sur autre chose. Mais bon, je ne dis rien à personne, quoi. Et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas si j'allais assumer de le faire. Donc, je ne savais même pas si j'allais me rappeler de cette mélodie. Donc, je vais sur mon moment. Et là, tout le monde entend que c'est différent, que ça change. Au lieu d'aller à gauche, je vais à droite. Au lieu d'aller à droite, je vais à gauche. La douche de lumière, il y a tout qui change. Et je sens... moi, en tout cas, je passe le meilleur moment de ma vie, quoi. Tu improvises.
j'improvise, mais sur une mélodie que j'ai créée. Moi, je sais que c'est bien, mais après, je sais pas si j'ai pas l'avis des autres. Ok. Et c'est complètement dingue. Donc tu es à café là, les musiciens te Non, suivent les pas là. musiciens me suivent. Eux, Ah ils oui, n'ont te rien. suivent. Eux, Ok. ils ont rien à changer. D'accord. Moi, je leur facilite la vie. Eux, ils n'ont rien à changer, mais sur le moment, ils savent pas. Ouais. Ils savent pas où je vais. Donc, moi, je sais pas. J'ai que mon angle à moi de. OK, il faut que je fasse le truc, mais il faut que je le fasse bien. Parce que si j'essaye un truc et qu'en plus je me rate, ça va pas le faire. Par contre, si j'y vais et qu'eux n'ont rien à changer et que c'est cool, bon, bah, au moins, je sais que je suis virée, mais je termine sur un high pour moi, tu vois. Ok. Et donc, l'idée aussi, c'est que voilà, je suis d'accord d'être virée. Hein. J'ai fait 200 dates, c'est bon. Peut-être que j'ai autre chose qui m'attend. Et ça, c'est mon petit côté aussi. Voilà, par rapport à la maladie, j'ai pas trop peur d'essayer des choses et de me faire virer si c'est pas bon pour moi. Donc là, c'est peut-être un peu trop variété pour moi, tout ça, et j'ai besoin de vivre autre chose, donc je me lance, je fais mon truc, et ça cartonne. Les publics étant trans, je regarde pas Christophe, qui normalement pendant ces 10 minutes-là va se changer, etc. Mais 2-3 minutes avant, en général, il arrive, il nous regarde, et moi, je le regarde pas, et jusqu'à ce que je termine, et au bout d'un moment, je dois le croiser son regard. Et là, tu te dis c'est tout ou rien. Et là, non, je me dis, c'est fini, de toute façon, mais moi, je me suis éclatée, apparemment les gens dans le public aussi, donc très bien. Et donc là, il me dit « Hey sister », avec son accent là, de Carpentras. Il me dit « Putain, ça déchire, falloir qu'on en parle après ». Et là, je me dis « Ah, je n'avais pas prévu ça ». Voilà, parce que tu pensais te faire engueuler et au final, Ouais, je pensais me il a faire virer, apprécié. parce que c'est complètement dingue de faire ça. Et ce que tu as improvisé ce soir-là sur scène, Ouais. eh ben, on le retrouve sur un titre qui est très connu de Christophe Maé, qui s'appelle C'est ma terre. Tu peux nous fredonner le morceau qui est le tien dans Alors, ce... le petit gimmick que j'ai fait, c'est Samai so fluffy my toe, bukenola, bukenola. Samai so fluffy my toe, bukenola, bukenola. Et ça Voilà. démarre, Ça C'est ma démarre terre. comme ça, c'est l'ami au milieu à la fin, Voilà. les Et- sonneries de téléphone, enfin, il y a tout eu, quoi. C'est ça. Alors, ce titre, il était déjà enregistré et Voilà, il a il été avait déjà sa réenregistré version. avec ce gimmick que tu Et as on est inventé. allé le réarranger à partir de ma version. Voilà, donc bravo, on saura maintenant qu'il est signé Isée, sauf que il y a un petit truc qui t'a fait un peu de peine, c'est que tu n'as pas du tout été intéressé à la vente des disques Non, derrière. voilà, les crédits officiels n'ont pas été du tout... ça a été écrit nulle part. Et d'ailleurs, cette chanson a été étudiée à l'école et les gens savent que c'est du Wolof. Ouais. Ça veut dire quoi d'ailleurs? Ça veut dire, je vais vraiment traduire le c'est ma ma terre, mais c'était aussi, voilà, ça voulait dire vraiment, il y a un truc, une espèce de métaphore par rapport à la terre, au chez-soi, enfin bref. Et ça a été étudié à l'école et il n'est écrit nulle part que c'est Isée. Voilà. Voilà. Et ben, Donc, on réhabilite les écrits d'Isée et ce petit Merci. morceau qui entame ce tube C'est ma terre. Après Christophe Maé, qu'est-ce qui se passe pour toi? Tu vas faire une pause justement parce que peut-être un peu Je suis un petit peu rassasié de déçue. ces Je suis un 200 petit peu dates déçue, ouais. et peut-être de ce petit coup à la fin. Ouais, c'est un gros coup en fait, parce Ouais. que c'est un gros coup de se rendre compte qu'en fait, des gens qui sont dans l'opulence comme ça, qu'est-ce que ça pouvait leur faire que de me créditer moi de quelque chose que j'avais effectivement fait, et je vais me rendre compte avec le temps que ça se fait beaucoup dans l'industrie et que quand on est une femme, qu'on est noire, qu'on est une choriste et qu'on crée, tout ça, ça colle pas, et du coup on se dit qu'on peut essayer de Et faire son truc. encore dans Et, les années 2020, 2025, ça continue 2026, après, donc on c'est est un sur peu décevant. Mais ce donc, genre de petits arrangements qui n'en sont pas vraiment. donc je retourne à Marseille, qui est un tu peu retournes à toujours Marseille. la ville qui me guérison, quoi, la ville où je vais me réfugier pendant 5-6 mois. Et là, on me propose, une directrice de casting dans la rue me propose de faire un film. Et moi, je lui dis, mais pas du tout. Non, mais excuse-moi, mais comment ça arrive? Tu la croises comme ça, de but en blanc? Ouais. Parce que là encore, ça fait très conte de fées, mais tu n'as rien cherché. Elle est chasseuse de tête et des fois, il les trouve dans la rue, hein, comme je crois que l'actrice qui a gagné le meilleur espoir a été trouvée dans la rue par Audrey Gini, une casteuse de Marseille. Enfin, oui, ça arrive quand même assez souvent. D'accord. Et Et donc, c'est ce qui t'est arrivé, c'était pas par rapport à ce que tu faisais dans le monde de la chanson, etc. Non. t'as voulu chercher. Non, là, je faisais ma petite pause marseillaise et puis alors vraiment, j'avais plus envie de rien. J'étais un peu, voilà. Et elle me dit, mais tu serais super. Et je lui dis, mais alors pas du tout. Je En pense comédienne? pas. Je pense savoir ce que je peux faire, ce que je peux pas faire. Alors ça, vraiment, je vois pas. Et elle me dit, si, moi, je le sens. Et donc, elle me dit, pas ce casting, etc. Donc,
je passe le casting, il y avait une réplique, donc je demande à un ami de m'aider sur la réplique. Mais par contre, comme dans tout ce que je fais, je me mets à fond, quoi. Et le réalisateur dit, bah si, c'est elle, on y va, let's go. Que c'était censé être un tournage de 3 mois. Pour quelle série? Louis la Brocante à l'époque. Louis la Brocante, ok. Et moi, je me dis, mais ils se rendent pas compte, en fait, j'ai les handicapés, ils ont aucune idée. Mais eux, ils sont persuadés du truc. Et 2 jours avant, donc tout est fait pour que voilà, j'y arrive. Donc j'ai dit oui, j'allais le faire. Et 48 heures avant, il y a ce qui se passe dans le cinéma, qui arrive assez souvent. Vraiment une autre actrice qui avait un petit peu apparemment flirté avec le réalisateur et qui a eu le rôle à ma place. D'accord. Voilà. Bon. C'est ce qu'on appelait des promotions canapé. C'est ça? On peut appeler ça comme ça. Bon, ok. Donc ça te passe sous le nez, mais c'est pas ton dernier mot dans la comédie, parce que depuis, on t'a retrouvé dans une série de France 2 qui s'appelle Vestiaire. Mais alors là, on se dit, c'est une série avec des handicapés. Tu jouais le rôle d'une aveugle. Ouais. Donc, et donc tu faisais, et personne ne soupçonnait. Personne ne savait que moi, j'avais réellement une carte d'invalidité aussi à 80%. Ce qui n'était pas du tout le cas de quelqu'un qui avait une jambe en moins ou un bras. C'est peut-être 40, 50. On rigolait beaucoup de ça sur Vestiaire parce que c'est une série humoristique. Et c'était un peu... Catherine, c'était un peu « Ah, toi, t'as que 40. Tu vas pas avoir la piscine gratuite. Ah, toi, t'as 60. » Et moi, je disais rien parce qu'il faut savoir que j'ai jamais dit à qui que ce soit dans l'univers du travail que j'avais un handicap, parce que c'est complètement invisible et que j'en ai, entre guillemets, profité pour pouvoir pas être prise en pitié. Et à la fois, moi, j'avais un besoin de me prouver aussi des choses à moi-même et d'exceller malgré tout. Et j'ai prouvé que j'ai jamais manqué un concert. Ouais. J'avais manqué un tournage et j'ai prouvé que voilà, qu'en tant qu'handicapé, malgré la lourdeur, on pouvait continuer à travailler complètement normalement. Ouais. Et un jour, ils ont commencé à avoir des problèmes d'éthique avec ça, en se disant, peut-être falloir trouver une aveugle, mais qui soit pas forcément aveugle, mais en tout cas qui a un handicap, parce qu'on commence à avoir un petit peu... peut-être des doutes sur le fait de faire ça et d'avoir une valide dans la série. Et c'est là que je leur ai sorti la carte. Je leur ai dit, en fait, je suis moins valide que tous vos acteurs ici, en fait, 80%, entre guillemets. Ouais. Donc voilà, c'est les premiers à qui j'ai... Mais c'est vrai que c'est étonnant de se dire que dans une série sur le handicap, on prenne une fausse aveugle pour le coup, parce qu'on peut se dire, tiens, c'est quoi la justification? Et en plus, je jouais sans lunettes. Là, ils avaient quand même essayé. Ouais. Ils avaient quand même essayé. C'était vraiment très difficile sur le plateau. C'était très compliqué. Et donc, du coup, tout simplement... pour les positions, etc. sur le plateau, ça va être plus compliqué. Après, la démarche était belle, quoi, entre guillemets, de global, la démarche globale de faire venir, de faire jouer et de mettre l'accent et la visibilité sur le handicap. Je sais pas, on était en 2010-2011, c'était pas du tout courant de voir des moignons à la télé, dans le journal, et aujourd'hui, et sur une série humoristique, etc. C'était vraiment une vraie démarche et pour laquelle j'étais vraiment à 1000%. Ouais. Et aujourd'hui, je pense que c'est normal c'est plus un choc de voir des unijambistes, de voir des gens perdre l'humour. Et elle a participé beaucoup à ça, cette série. Je suis très, très fière de ça. Ouais, on parle aussi des Jeux paralympiques qui font qu'on regarde le handicap très différemment. Aussi aujourd'hui, et c'est tant mieux. Ouais. Alors, la pause chanson, elle va durer combien de temps? Parce que tu vas faire la comédienne, tu vas faire aussi Plus belle la vie, etc. Ça te démange un peu à un moment? J'ai jamais arrêté, en fait. J'étais là, on parle de petites pauses de 5-6 mois pour faire autre chose, mais j'ai jamais arrêté parce que je rencontre, entre-temps, je suis à Paris et je rencontre dans les backstage Tony Allen, justement, grâce à un ami qui s'appelle Fixie, qui joue de l'accordéon et qui jouait déjà dans le groupe de Tony Allen. Et Tony, dans ses backstage, c'est une rencontre un peu spéciale. Lui, il savait, moi pas, mais il m'a dit je te reverrai, un jour on se reverra. Alors qu'on vraiment se croise comme ça un petit peu. Et puis alors moi, les histoires de backstage, j'y crois pas vraiment. C'est souvent, on va faire ça. Puis en fait, bon. Mais je me rends compte que c'est quelqu'un de spécial. Je ne connais pas vraiment son histoire encore. C'est vraiment juste son aura. Oui, parce que souvent tu rencontres des stars de la chanson sans savoir vraiment qui. Quel est le background et tout ça, on ne sait pas. Ouais.
Mais on échange les numéros et puis voilà, ça s'arrête là. Et 1 an et demi plus tard, en fait, donc ça correspond à peu près donc à ma période marseillaise, je reçois un coup de fil de Tony Allen qui me dit est-ce que tu peux venir en studio? Et là, je lui dis je suis à Marseille et lui, il est à Paris, à Châtelet. Et il me dit je t'attends. Ok. Donc là, je suis bon, ok. Donc je prends mon billet, je débarque à Paris, 21h, j'arrive dans le studio. Il est avec le fils de Fela Kuti, donc Seun Kuti, avec qui il a travaillé avant. Et il me fait faire un test de voix pour Seun Kuti. Et à la fois, c'était un test pour me rencontrer, quoi. Et là, on passe une nuit entière à discuter. Je sens que c'est quelqu'un de spécial et que ma vie va changer d'une manière. C'est un peu un père spirituel parce qu'il y a un gros écart d'âge entre vous deux. Ouais. Il te prend sous son aile. Ouais. Il va te faire travailler pendant 6 ans. Tu vas faire des tournées internationales avec lui. Je voudrais que tu me racontes allez, ça va être trop peu, mais en 2 minutes cette vie et surtout ce qu'il t'a apporté. Alors Tony, déjà la première scène, il me donne pas de parole. Donc moi, il était impressionnant un petit peu, donc j'ai pas osé lui demander jusqu'au dernier moment. Je me suis dit quand même, il va à un moment donné me dire. Et donc on est vraiment loin là du côté très évident de toutes les autres tournées que j'ai pu faire dans la variété et tout. J'ai pas de parole à 1 heure du show. Donc, je me dis, waouh, il n'a pas peur. On est Jazz Festival en Algérie devant 10 000 personnes. C'est quand même son nom. Et sa chanteuse ne sait pas ce qu'elle va faire 1 heure avant. Et là, à un moment donné, je vais le voir et je lui dis, mais il me testait, en fait, je pense. Je sais pas, je pense que tout est un test, un petit peu. Et puis, il me dit, écoute, si tu écoutes, en fait, tout va se faire. Tout va se faire et be yourself. Parce que, bien sûr, il est anglophone. Be yourself, moi, je suis là, je veux bien, mais bon. Et en fait, c'était la plus grande leçon de ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, on est 12-13 sur scène. Il y a une écoute, il y a les cuivres, il y a les percussionnistes, il y a tout le monde. Intervient quand tu as envie d'intervenir, quand tu as de la place, quand tu sens que tu as de la place, quand c'est le moment. Si l'écoute est là, en fait, tout va bien se passer. Donc, c'est complètement une impro totale. Pendant 2-3 heures devant 10 000 personnes. Et par rapport au spectacle millimétré dont on parlait tout à l'heure de Christophe on Maé, est complètement sur autre chose. On est sur la liberté totale. Et c'est ce qui me correspond réellement, en fait. Sauf que je ne le savais pas. C'est à la fois complètement effrayant. Et à la fois, il me disait, tu sais, tu étais dans une piscine, tu sais que tu sais nager. Il y a un périmètre quand même, parce qu'on n'est pas non plus dans l'improvisation totale. Tu as un périmètre, mais dans ce périmètre-là, tu as une marge que tu crées toi, en fait. Et moi, c'est complètement conceptuel, mais à la fois, là, je le mets en pratique, en direct, et ça change toute mon approche de la musique et de la vie, parce que clairement, c'est une leçon de vie. Et toi qui avais très très peu voyagé, qui avais fait un voyage en Éthiopie, c'était ton premier voyage, là, tu vas faire vraiment le tour du monde. Là, je pars sur des tournées internationales, complètement. Pratiquement aucun continent ne t'a échappé. Je pense qu'on a dû faire plus de 120 pays. 120 pays. Ouais. Je vais partout avec lui, vraiment partout. Et donc là, c'est vraiment la plus grande richesse, de se retrouver dans des pays et de faire ce qu'on aime, de rencontrer des cultures différentes à chaque fois. La politique aussi, d'arriver dans un pays où il y a un coup d'État, d'arriver dans un autre où on nous accueille avec des kalachnikovs, en Russie, en Ouzbékistan, parce qu'on ne sait pas, mais on va jouer pour le gouverneur. Enfin, des histoires... à n'en plus finir. Voilà, et là, on pourrait passer des heures, effectivement, en parler, mais il faut qu'on avance un peu dans le récit. À quel moment tu te dis, maintenant, c'est plus Paris, c'est Londres, ma cible. C'est après, justement, ces années de tournée internationale. En fait, Tony faisait partie de l'Africa Express, donc, qui a été créé par Damon Albarn. Damon Albarn, qui est le leader de Gorillaz, le chanteur de Gorillaz et de Blur. Donc, très grand artiste en Angleterre, et ils s'adoraient tous les deux. C'était vraiment une connexion musicale d'abord et humaine. Moi, en étant la chanteuse de Tony, je suis invitée à l'Africa Express, donc, qui a lieu à Marseille d'ailleurs en 2012, à la Fiesta des Suds. Donc, le concept, c'est que pendant 2 jours, on enregistre, on improvise justement. Donc, on a Flea des Red Hot qui est là, il peut y avoir Paul McCartney avec un mec qui fait du oud à côté. C'est vraiment la réunion de tous ces producteurs anglais, américains, avec des Africains du Nord et du Sud. Donc, pendant 2 jours, c'est l'impro totale, et on crée des vraies chansons qu'on va jouer sur 5-6 heures de festival le lendemain, donc à la
Fiesta des Suds. Ça change ma vie. Je rencontre des tas de producteurs anglais, je rencontre des tas de producteurs africains. Vraiment, c'est le genre de soirée qui peut changer le cours d'une existence. Et Tony est là, donc moi je suis toujours très rassurée parce que voilà, c'est à la fois ma figure paternelle, à la fois mon mentor, donc, d'être entourée de toutes ces stars aussi, mais qui sont d'une humilité. Il y a personne qui est plus haut que... Voilà. Donc c'est très, très beau à voir. Et voilà, à partir de là, je me dis, peut-être que la France... Là, peut-être alors que j'aille un petit peu plus loin, parce que je suis déjà un peu partout et que quand je rentre, je ne sais plus comment m'adapter un petit peu à cette vie grandiose que j'ai à l'extérieur. Et puis finalement, quand je rentre à Paris, qui est une ville, attention, magnifique, mais où finalement, je trouve qu'il n'y a pas tant de collectifs que ça musicalement. On est chacun un petit peu dans sa bulle. Et je me dis, allez, c'est le moment de partir à Londres. Londres, et là, une rencontre qui va encore une fois t'emmener un peu plus loin dans ce métier, c'est Noël Gallagher, l'un des créateurs du groupe Oasis. Comment tu le rencontres ? Alors, je le rencontre grâce à Régine Delahaye, qui est une dame qui fait des bijoux, donc, que je porte encore jusqu'à aujourd'hui, qui pendant que je suis en train de choisir une bague, me demande ce que je fais. Je lui dis que je suis chanteuse. Elle est française, mais elle habite à Londres depuis une trentaine d'années. Et j'ai toujours été c'est une petite sorcière, je sais pas. Elle m'a dit, je connais quelqu'un, moi, qui est peut-être manager, mais je sais pas s'il est toujours dedans, mais je te donne son numéro, elle me le met dans la poche. Moi, je suis complètement omnibulée par ses bagues, donc je calcule pas trop. Et puis 2 semaines plus tard, elle me dit, viens à la maison, j'ai d'autres bagues, je te montrerai, et puis c'est l'occasion de se rencontrer. Je retourne chez elle 2 semaines plus tard, j'achète la fameuse bague, et elle me dit, est-ce que tu as appelé Arden, donc Kleinman, qui est un de ses amis managers? Je l'appelle. Je lui dis non, je l'appelle le soir même. Un quart d'heure plus tard, je reçois un welcome on board, donc bienvenue chez nous, quoi, bienvenue dans l'aventure. Et là, je me dis, mais de quoi parle-t-il ? Et en copie, il y a Noël Gallagher. Mais moi, Noël Gallagher, dans mon monde, il n'existe pas. En fait, voilà. Tu savais qui c'était ? Je savais qui c'était, mais si vous voulez, moi j'arrive de France, je suis en Angleterre. Bon, oui, Noël Gallagher, mais pour moi, ça pouvait être quelqu'un de la prod, j'en sais rien. Oui, tu me dis que Noël Gallagher, par exemple, juste après la reine d'Angleterre, Paul McCartney, en gros, il y a les frères Gallagher. C'est ça. Mais moi, j'arrive de France et de partout ailleurs, et en Angleterre, donc je suis pas dans le même bain que tout le monde, en fait. Et je me doute pas sur le moment, vraiment, ça peut paraître naïf, mais je suis un peu naïve quand même, d'ailleurs. Mais je me doute pas que c'est ça. Puis c'est tellement dingue d'ailleurs que... Et donc du coup, en fait, je lui demande, voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Et il me dit qu'il est producteur pour le prochain album de Noël Gallagher. Make the most of it, fais du mieux que tu peux, tu seras en studio la semaine prochaine. Et la semaine d'après, je me disais que peut-être il ne serait pas là, comme plein d'artistes qui viennent pas en studio. En fait, c'est leurs producteurs souvent qui font le boulot. Et en fait, non, j'arrive et c'est Noël qui m'accueille, qui dit à peine bonjour, mais... qui attend un peu de voir ce que ça donne en studio avant de m'adresser la parole, n'est-ce pas ? Et là, en fait, ils se retrouvent à me filmer derrière la vitre, carrément. Ils étaient un peu bloqués sur 2 chansons. Ouais. Et là, il est trop content parce qu'il sent que la chanson est en train de prendre vie. Et pourquoi ils t'ont pris ? C'est quoi ton talent à toi par rapport à Noël Gallagher ? Tu m'as parlé du hook des chansons. Ouais, c'est ce qu'un peu les artistes prennent chez moi. C'est toujours un petit hook. C'est comme Manu Dibango, par exemple, qui a fait un Mama Say Mama Cosa, qui est encore en résonance aujourd'hui et qui fera vivre ses enfants sur encore plusieurs décennies, puisque Michael Jackson, Rihanna l'ont pris. Moi, j'ai ces trucs-là, souvent en langue africaine d'ailleurs. Alors, voir de la langue, ces sonorités africaines dans la Britpop, c'est complètement lunaire, et pourtant, il a pris. Par exemple, ça donnait quoi pour Noël Gallagher ? Le hook. Parmi d'autres, je sais pas moi. Mais tout ça, c'est mélangé à des guitares ultra électriques et du rock et c'est juste des petits hooks comme ça, mais que finalement, quand on arrive en Corée du Sud, bien sûr, ou au Japon ou au Mexique, tout le monde chante ça, peu importe l'accent qu'ils ont. Donc c'est lunaire de voir des gens chanter ces sonorités africaines.
parce que Et sont avec fans de Noël lui. Gallagher, tu vas être embarqué pour combien d'années? Combien de concerts? Combien de Euh, spectateurs? Si on alors, peut je sais donner quelques vraiment chiffres. pas combien de concerts, mais beaucoup. Sur 4-5 ans à peu près. Oui, donc des centaines. Et on va terminer avec Glastonbury Festival, donc un des plus grands, c'est le plus grand festival du monde. En première partie de Paul McCartney, donc sur la Pyramid Stage, qui est la plus grande scène. D'habitude, il pleut, tout le monde est dans la boue, là, il faisait magnifique. Il y a des 250 000 personnes avec des drapeaux. C'était vraiment la scène magique. Et là, quand on monte les escaliers de la scène, on se dit, déjà, il ne faut pas se planter, parce que c'est un des concerts qui est le plus rediffusé en Angleterre. On n'a pas le droit à l'erreur, Et puis du surtout, tout. tu chantes devant toutes les Ah, stars de ton enfance. oui, parce qu'en backstage, donc il y a Naomi Campbell, Gillian Anderson de X-Files, donc Scully, Scully, il y a Springsteen, il y a Paul Paul McCartney. McCartney qui joue après, donc Ouais. c'est sa soirée à lui et c'est ses 80 ans d'ailleurs. Mais voilà, tout le U2 aussi, monde est là. dont tu avais assuré les premières U2, parties en Australie. Voilà, U2 dont j'ai assuré en 2019. On avait fait 1 mois et demi de tournée en avec première Bono. partie. Voilà. Donc Sympa, Bono. ouais, très. Ouais. C'est le tonton quoi. Ouais. Vraiment très très sympa. Backstage, il danse comme un tonton. Ouais. Et ce souvenir du Glaston Festival, c'est quoi? C'est un rêve. Et puis surtout, c'est difficile d'atterrir de ce rêve-là pour le coup. Là, je crois qu'en descendant les marches, pour le coup, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe après ça? Parce que là, vraiment, je suis allée assez loin dans le truc. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe après ça? Et après ça, il se passe encore de la comédie, mais cette fois à un niveau international, puisque tu vas être choisi pour une série qui s'appelle Original Gangster. Alors, on a pratiquement plus de temps. Qu'est-ce que c'est cette série? Où est-ce qu'on peut la voir? Et quel rôle tu joues à l'intérieur? Alors, je joue le rôle d'une gangster, donc une Martiniquaise qui a atterri à Harlem dans les années 1900. Donc, il faut savoir que les Noirs américains ont commencé à cohabiter avec les Blancs en 1960. Donc là, si on est en 1910, Harlem, il faut s'imaginer que ça a été très dur pour elle. Mais elle était super intelligente, elle faisait des paris, on appelle ça des numbers en anglais, et elle a gagné énormément d'argent très vite, mais elle est en face, elle est dans la rue, hein, elle est en face de mafia italienne, d'hommes déjà, avec ce petit gabarit comme moi. Et en fait, elle va être super successful dans son domaine, elle. Alors bien sûr, tout est illégal, hein, elle n'est pas un ange, elle rentre et elle sort de prison, enfin, voilà, elle fait ce qu'elle peut, c'est vraiment, elle est en mode survie, mais elle va être on va dire qu'elle va aider tout le Harlem qu'on connaît aujourd'hui, les comédies musicales, certains artistes à joindre les deux bouts. Elle va vraiment essayer d'investir dans ce Harlem qu'on connaît. Et c'est une très grande dame qui a été oubliée de l'histoire. On connaît les hommes qu'elle a formés, donc Bumpy Johnson qui lui est dans les jeux vidéo, etc. Mais alors elle a complètement été oubliée de l'histoire parce que c'était une femme noire, tout simplement. Et grâce à toi, on la remet sur le devant de la scène, aux côtés d'ailleurs d'un des acteurs de Game of Thrones, Sean Bean, que l'on reconnaîtra dans la série. L'histoire et ça a été à voir sur Apple TV en France. Alors Apple TV en France, mais après France, je suis en discussion avec France TV, peut-être qu'ils vont l'acheter. L'acheter, voilà. ok. Donc, et peut-être que ce personnage fera des petits. Des petits, voilà. On espère très bientôt qu'il y ait une vraie série sur elle et que j'en fasse partie. Et ben, c'est tout ce qu'on te souhaite. Si on veut connaître ton actualité, parce qu'il y a sur Instagram, sur Instagram, c'est Isée _ online music. Super courte. Super duo. Et avant de se quitter, on a pour toi les questions de la table de chevet, Isée. Oui. Couche-tard ou lève-tôt? Couche-tard. Couche-tard. Ta chambre, joyeux bazar ou espace zen et bien rangé? Un peu des deux. D'accord. Tu peux prendre un joker. Au réveil, tu es plutôt musique et bonne humeur ou silence et interdiction de parler? Non, musique et bonne humeur. Ok. Si la petite fille qui chantait dans sa chambre à Draguignan était là ce soir, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, Isée? Alors, je lui dirais que déjà, que je suis reconnaissante d'être toujours là, que je suis fière d'elle. Et que c'est pas fini. Et que c'est pas fini, c'est loin d'être fini, parce que les rêves, tu les as pratiquement tous réalisés, mais il y en aurait encore un là que tu aimerais réaliser. Merci Isée. Nous, on se retrouve dès la semaine prochaine avec d'autres confidences sur France.tv et YouTube. Et belle route à toi.